EEG anormal, les désordres vasculaires cérébraux, chapitre 2. Je commence l'enregistrement dans les notes de cours à la page 20. Donc, l'introduction, on fait un rappel pathologique de la pathologie. Dans les désordres cérébrovasculaires, il y a interruption de l'apport sanguin dans une partie du cerveau, le privant ainsi de ses substances nutritives, plus spécialement de glucose et d'oxygène, et c'est essentiel à son bon fonctionnement. L'interruption de l'apport sanguin dans une région produit une ischémie et se traduit par des ralentissements sur l'EEG au site de la lésion. Si l'interruption de l'apport sanguin cause la destruction des structures neuronales environnantes, on parle d'infarctus et les tissus détruits deviennent nécrosés. Les tissus nécrosés ne peuvent pas produire d'activité électrique car les cellules productrices de potentiel sont mortes. Certaines perturbations peuvent avoir d'autres répercussions, les effets secondaires, dans le cerveau et causer des hémorragies, accumulation de sang ou de l'édème. Ces perturbations causent à leur tour de la pression dans les tissus nerveux des régions affectées et environnantes, provoquant ainsi des dérangements au niveau cellulaire et au niveau électrique. Parfois, l'interruption de l'apport sanguin au cerveau est temporaire, causant une ischémie cérébrale transitoire. Plus souvent qu'autrement, l'ischémie cérébrale transitoire est suivie d'une guérison complète. Parce que l'ischémie cérébrale transitoire ne provoque pas de destruction des tissus, il n'engendre pas de changement à l'EEG, sauf si l'EEG est réalisé durant l'ischémie cérébrale transitoire, donc ça va démontrer des changements minimes. Avec le système 10-20, l'emplacement des électrodes couvre la majeure partie des sections du cerveau, irriguées par les artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures, mais non la région irriguée par l'artère basilaire. Dans ce dernier cas, les changements EEG ne seraient probablement pas visibles sur l'EEG en utilisant les électrodes régulières. Il faudrait donc ajouter des électrodes supplémentaires qu'on appelle CB1, cérébelleuse 1 et CB2, qui sont environ 5 cm en dessous de O1 et de O2 pour voir les changements de la région couverte par l'artère basilaire. Révisez le système 10-20 dans vos notes de Neuro 1, d'introduction et de biologie. Le rôle de l'EEG dans l'ACV. C'est pour évaluer l'état de conscience et de vigilance du patient, établir le site de la lésion, faire un suivi de l'évolution de l'ACV et du patient. Donc, si ça se résorbe, le tracé va se normaliser. Si ça s'aggrave, bien, on va avoir des changements en fonction de l'aggravation de la lésion. Ça va aider aussi à évaluer s'il y a nécessité de chirurgie, donc enlever l'accumulation de sang, poser un drain, etc. Et puis illustrer le pouvoir épileptique des lésions vasculaires. L'accident cérébral vasculaire. Les anomalies de l'électrogenèse ne sont pas spécifiques. Les changements enregistrés sur l'EEG sont proportionnels au volume et à la distribution de l'atteinte. De plus, ils se manifestent immédiatement après l'infarctus, ce qui nous permet, là, avec l'EEG, de voir rapidement et de confirmer l'AVC. Vous avez des exercices à faire dans votre manuel, à la page 22, vous pouvez les faire. L'hémorragie qui résulte d'un ACV produit des troubles de la vigilance et des troubles végétatifs qui sont proportionnels à l'étendue de l'ischémie et de sa localisation. Donc, une hémorragie en région frontale n'aura pas les mêmes effets qu'une hémorragie en région temporale ou qu'en région occipitale. Allez vérifier sur vos notes d'anatomie l'irrigation, le cercle de Willis puis l'irrigation des artères. Ça va vous aider beaucoup à comprendre les changements qu'on peut trouver à l'EEG.
Alors, l'EEG permet d'évaluer la diffusion de la lésion, qui peut expliquer les troubles convulsionnels et les autres symptômes. Hein. Patient, s'il devient confus, ben, on pourrait voir avec l'EEG l'étendue de l'ischémie. Dans les cas, là, on va aller plus des détails. Dans les cas d'infarctus cérébraux, donc un infarctus cortical, les anomalies sont lentes et pointues. Donc, lentes, on va avoir des fréquences θ, delta, et c'est quand même réactif, entremêlé au rythme de fond qu'elle perturbe. Les ondes précisent la localisation et l'étendue des dommages et ou le caractère épileptogène. Hein. Si les ondes, donc c'est des ondes lentes. Ensuite, si on voit que les ondes deviennent un peu plus pointues, ben, disons qu'on a une capacité épileptogène. Et puis, au stade aigu de l'AVC, on peut avoir ce qu'on appelle des PLED, qui sont des Periodic Lateralized Epileptiform Discharges. Okay? Dans le recueil de tracés, vous avez des PLED, les tracés 95 13 71, 98 0008, 98 842. Okay? Vous allez voir ça dans votre recueil de tracés. Alors, les PLED, c'est un élément important à retenir. Hein? Lisez-les plusieurs fois, c'est quand même c'est important à savoir. Elles apparaissent le plus souvent avec des lésions hémorragiques au stade aigu, pas en phase chronique, là, au stade aigu. Elles peuvent se manifester lors d'encéphalites, d'abcès cérébraux, d'hématomes, de tumeurs ou dans d'autres atteintes cérébrales, mais elles sont beaucoup plus fréquentes lors d'infarctus cortical. Les PLED, signe d'une atteinte du cortex et de la matière blanche immédiatement sous-corticale. PLED signifie Periodic Lateralized Epileptiform Discharges. Elles sont composées d'ondes lentes, une onde lente pointue, et puis elles sont latéralisées sur l'hémisphère concerné par la lésion. Elles sont de plus haute amplitude dans la région pariéto-occipitale ou sur les régions touchées par l'infarctus. Les PLED peuvent se présenter d'un côté puis de l'autre ou des deux côtés. On dira à ce moment-là des biplèdes. Dans le chapitre 10 des notes de cours, il y a des explications plus avancées sur les PLED. Elles peuvent se présenter de façon asynchrone sans que le patient manifeste beaucoup de symptômes. L'état dans lequel les PLED se présentent peut durer quelques jours à quelques semaines, puis dans certains cas, les PLED peuvent persister plus longtemps. Les PLED représentent un état transitoire, donc c'est pas tout le temps, là, c'est transitoire, associé à un stade aigu, et elles peuvent persister durant plusieurs jours pour ensuite devenir de plus en plus intermittentes et disparaître. Elles ne sont pas signes de mort imminente. Dans 50% des cas, les PLED sont accompagnés d'épilepsie clinique. Okay, donc, des manifestations épileptiques cliniques. Suite à la disparition des PLED, si le patient survit, on voit parfois apparaître un foyer focalisé au site de la lésion. Donc, il va y avoir quelque chose, un foyer, quelque chose qui va se produire au site de la lésion. Des pointes, des ondes lentes, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Lors de l'enregistrement, il est important de savoir que la somnolence peut favoriser l'apparition des PLED et des stimulations douloureuses en faire augmenter l'amplitude. Sur la page suivante, vous avez un diagramme de cerveau. Là. Ça serait bon que vous puissiez mettre vos électrodes du système 10-20 là-dessus. Faites le petit exercice, puis vous avez toutes les aires aussi. Là. Okay? Donc, de reviser vos notes, puis d'aller voir à quoi ça correspond. Okay? On revient à nos PLED. À cause du caractère périodique des PLED, il est préférable d'enregistrer une dérivation ECG, hein, parce que c'est périodique. Là. Fait que ça peut être confondu avec
de l'artefact d'ECG ou de l'artefact de pulsation et de visualiser le tracé en montage référentiel à l'oreille. Donc, vous avez un petit exercice. Expliquez le raisonnement de l'énoncé ci-dessus. J'en ai parlé un peu. Réfléchissez à votre chose et puis pensez pourquoi il faut enregistrer une dérivation ECG en même temps et puis visualisez le tracé en montage référentiel à l'oreille. En résumé, les changements allés et G sont proportionnels à la gravité de l'atteinte. Lorsque l'ACV survient, le patient peut présenter une paralysie du côté opposé à l'atteinte, parfois même un coma. Okay? Parce qu'on sait là, que le cerveau gauche contrôle le côté droit du corps et le cerveau droit contrôle le côté gauche du corps. Sur le côté du cerveau qui est atteint, on notera le plus souvent des ralentissements diffus du rythme de fond dans les fréquences delta et θ, d'aspect polymorphe et de basse amplitude. Parfois, on observe de l'activité delta monomorphe sur le côté opposé à l'atteinte. Cette activité, le delta monomorphe, qui va être sur le côté opposé, c'est dû à la perturbation du niveau de conscience. Puis vous avez un tracé. Okay? Si vous suivez là, avec vos notes de cours, là, les explications que je donne, ben, je vais regarder le tracé ici. C'est celui qu'on a vu durant le cours. Là. Hein? Vous avez votre montage. Donc ici, vous avez le côté droit, le côté gauche, côté droit, côté gauche. Puis vous voyez que votre... Bon, attendez, je vais essayer d'agrandir ça un peu. Voyons. Vous avez ici votre côté droit gauche. Vous voyez les ondes sont plus lentes par rapport au côté gauche. C'est la même chose ici. Les ondes plus lentes, côté gauche. OK, ça, donc c'est des ondes lentes. OK, qui sont plus lentes. Avec l'amplitude est quand même assez élevée. C'est une patiente de 39 ans qui a subi une rupture d'anévrisme. Ce tracé, le tracé que je présente ici, c'est dans votre recueil de tracés. Okay, c'est le tracé 95-03-69. Okay, il est dans vos notes de cours, dans le recueil de tracés. On va continuer ici avec l'AVC en phase chronique. Dans 50% des cas suivant un AVC, l'EEG peut redevenir normal, même si le patient garde des séquelles neurologiques cliniques. Les anomalies sont plus visibles au sommeil. Il pourrait y avoir une asymétrie des fuseaux de sommeil. Okay? On se souvient l'année passée, les fuseaux de sommeil bilatérales symétriques en région centrale sont générés par le thalamus. Avec un AVC, s'il y a eu un épanchement de sang à quelque part là-dedans, ben, on peut avoir une annulation des fuseaux de sommeil là, sur un côté. Hein? Lors du processus de guérison, l'amélioration du tracé se fait dans des intervalles de temps variés, allant de quelques jours à quelques mois et même des années. Des séquelles de la réactivité anormale du rythme de fond sont possibles. Vous aviez un exemple dans le phénomène de Banco, dans des tracés que Nathalie vous avait remis l'année passée. Donc, manifestation sur l'EEG. L'amélioration de l'état du patient se manifeste par la disparition des ondes lentes localisées, comme le delta localisé. Certaines activités ont tendance à persister, comme on peut avoir du delta intermittent, on peut avoir du θ qui vont entourer la lésion. On peut garder une asymétrie du rythme de fond, comme l'alpha ou de l'activité rapide, voire phénomène de Banco dans les notes d'analyse normale, EEG normale. On peut avoir des activités, des asymétries d'activité, okay, donc par exemple à la stimulation lumineuse ou bien quand on fait l'HV, okay, on peut avoir des asymétries dans la réponse suite à des techniques d'activation. Et puis, il peut y avoir aussi l'apparition d'activités électriques secondaires qui vont augmenter avec le temps. Il est donc possible que le patient présente des grapho-éléments épileptiformes sur son tracé, surtout s'il a développé des crises, des seizures, depuis son ACV. Si on a un infarctus au pôle occipital, ça peut provoquer une cécité corticale ou des hallucinations.
Pourquoi? Écrivez ça, là. Pourquoi un infarctus du pôle occipital pourrait provoquer une cécité ou des hallucinations visuelles? Okay? Les manifestations sur l'ECG, l'EEG est anormal. Les rythmes postérieurs, il va y avoir du delta, du theta, hein, que ça peut être de 7 à 8, puis il peut avoir aussi, ça fait comme des pointes, puis il peut avoir aussi une diffusion vers les régions antérieures. La réactivité à l'ouverture et fermeture des yeux va être réduite, hein, c'est en occipital. Il va avoir une bonne réactivité à la douleur et au bruit. La SLI ne provoque aucun entraînement et l'HV renforce les anomalies. Parfois, sur les régions temporo-occipitales, ça peut être sur un côté ou deux côtés, bilatéral, il peut y avoir des ondes mono- ou biphasiques lentes, donc des ondes lentes, okay? Suivant la récupération visuelle. Fait que 2 à 3 semaines après, là, il peut y avoir des ondes là, qui vont apparaître, là, des ondes plus ou moins pointues là, en région occipitale. L'activité temporo-occipitale est anormale. Absence de réactivité à l'ouverture et fermeture des yeux et à la SLI. Et puis les ondes lentes que l'on trouve à la région postérieure, bien, ils vont diminuer lentement. Un infarctus des noyaux gris centraux, donc tout ce qu'il y a là, dans la capsule interne, là, okay, dans l'intérieur du cerveau, ça va provoquer des troubles de mémoire, des troubles d'attention, des problèmes moteurs. Okay? Tout dépendant là, où ce que c'est, ça va provoquer des troubles plus profonds, hein, mémoire, des choses comme ça. Et puis les manifestations sur les G, on peut avoir des bouffées de delta rythmiques, okay, dans la région de la tête. Okay? Ensuite, un infarctus du tronc cérébral. L'EEG peut être normal parce que c'est en dessous, okay, c'est en dessous d'où qu'on place nos électrodes. Le rythme de fond peut être ralenti. On peut avoir une baisse ou une disparition de l'activité, de la réactivité. On peut avoir des bouffées de theta, delta, ok? Puis on peut aussi avoir un coma sommeil, donc un coma qui ressemble au sommeil, lors de, si c'est un infarctus là, du mésencéphale. Mais il faut se rappeler, le tronc cérébral, c'est quand même, c'est profond, hein? Fait que l'EEG peut sembler normal, mais c'est sûr que le patient, là, le patient ne sera pas normal. Ensuite, j'en ai d'autres ici, là. Il y a l'infarctus multiple. Ça, c'est dans des cas, les vascularites ou des choses comme ça. Infarctus multiple, pensez que ça peut se produire un peu partout dans le cerveau. Donc, il peut y avoir des anomalies multifocales ou diffuses, des ralentissements du rythme de fond. Les anomalies vont être renforcées par l'HV, la SLI. Puis, s'il y en a des infarctus multiples, donc il y en a partout là, sur la tête, hein, des vaisseaux sanguins, il va y avoir une détérioration intellectuelle. Ça va ressembler un peu à de l'Alzheimer. Sur la page 28, la page qui suit, vous avez un diagramme, un schéma de cerveau. Fait que vous pouvez faire les petits exercices, essayer de reconnaître là, les structures internes. Hein. Fait que vous pouvez vous servir de vos notes de cours. Je vais continuer ici. Thrombose veineuse cérébrale. Donc, c'est causé par des traumatismes, infections, grossesse, maladie, bon, des thromboses. Vous allez voir ça peut-être dans votre cours de pathologie, là. Mais on ne passera pas trop de temps là-dessus, là. OK? Donc, quand vous avez des problèmes, des problèmes vasculaires, pensez que vous allez avoir des ondes lentes. OK? Des ondes lentes. Pour pas mal tous les problèmes là, que l'on retrouve là, au niveau du vasculaire. OK? Vous en avez un autre ici, maladie vasculaire de la substance blanche. Donc, c'est à l'intérieur dans la substance blanche qui va provoquer plusieurs multiples infarctus sous-corticaux et une démence. Okay? Sous-cortical, donc dans la matière blanche. Qu'est-ce qu'il va avoir sur l'ECG? L'ECG, excusez, l'EEG.
Bien, des bouffées d'activité lente, souvent périodiques, puis on peut avoir du delta monomorphe aussi. Matière blanche, delta monomorphe. Matière grise, delta polymorphe. Okay? Je vais vous mettre dans vos exercices d'apprentissage ce qui est important de retenir. Vous en avez un autre ici, là, le cadacyle. Retenez le nom, là. Si vous voyez ça à l'hôpital quand vous faites vos stages, bien, allez vérifier avec vos notes de cours. Là. Il est là, OK? Mais ce n'est pas quelque chose que je vais demander dans les examens parce que c'est des détails, ça devient compliqué. Et puis, c'est vraiment là, quand vous faites vos stages, si vous envoyez, nous, on va retenir les grandes lignes. OK? Ici, j'ai à la page, je vais aller voir ma page, c'est quelle page que je suis rendue? À la page 30, j'ai les hémorragies cérébrales. Alors, pensez encore les hémorragies cérébrales, les problèmes avec les vaisseaux sanguins. OK? Donc, c'est des problèmes de circulation. Les problèmes de circulation, ça va provoquer des ondes lentes, des ralentissements des fréquences plus rapides. OK? Ça peut provoquer des zones pointues, bilatérales, asynchrones. Ça va faire aussi, si c'est des hémorragies cérébrales, il y en a plusieurs, ça s'appelle watershed zones. C'est que l'apport sanguin de la région infectée, bien, ça ne sera pas juste une petite place, là, hein, ça va s'étendre. Donc, pensez que les électrodes autour du site où ce que l'hémorragie s'est produite, bien, ils vont être affectés. Alors, vous pouvez avoir aussi des ralentissements. Ça disait d'aller voir le tracé 980066 dans votre tracé, dans votre recueil de tracés. OK? Allez vérifier si vous suivez vos notes de cours. Donc, on va arrêter ça là. Ça fait déjà 22 minutes. C'est quand même assez long. Et puis, je vais revenir avec un autre. On va continuer avec les autres hémorragies.